Bonjour à tout le monde. Installez-vous au, je sais pas comment dire, au demi-frais. C'est pas dans le fond de la salle, mais ici, pour ceux qui sont les gens, les mauvais élèves, toujours au fond de la classe, au début de la classe, vous aurez plus frais. Donc si ça peut vous encourager à venir vers ici, vous êtes bienvenus. Voilà, je voudrais que les gens rentrent, qu'on ferme la porte du coup et qu'on commence ce débat pour 1 heure sur la traçabilité, un élément éminemment et évidemment d'évidence fondamentale pour les questions de confiance. Pour ça, j'ai autour de moi un panel, comme on dit à Davos, exceptionnel, constitué de Madame Emmanuelle Quiles, qui est présidente du groupe Janssen France, qui est ingénieur biologiste et qui a fait sa carrière dans différents groupes pharmaceutiques et différentes start-up, et qui est maintenant qui préside ce groupe pharmaceutique, propriété de Johnson & Johnson. Ensuite, Monsieur Jean-Philippe Puig, qui est, lui, le CEO du groupe Avril, que vous connaissez tous pour ses marques, notamment d'huile, le Sieur, Puget, etc. Monsieur Richard Renaudier, qui est, lui, avocat, et qui est spécialiste du droit de la distribution et de la consommation, toute la chaîne. Il est donc du cabinet qui porte son nom, Renaudier. Nicolas Chaban est lui un entrepreneur spécialisé dans les produits équitables. C'est qui le patron, qui est une coopérative dont il nous expliquera les étapes et qui vous donnera un peu en scoop, si j'ai compris, ces nouveaux produits. Enfin, juste à côté de moi, Antoine Lefébure, qui est un vieil ami de moi, puisqu'on a participé à des aventures anciennes. Antoine était le champion, ça ne parle qu'aux anciens ici, des radios libres avant 1981. C'est lui qui a lancé ce mouvement en France et qui, depuis, a beaucoup travaillé sur les technologies, sur l'histoire des technologies, sur l'histoire des productions, et qui nous parlera si je comprends, de l'histoire de notre sujet, l'histoire de la trace, l'histoire des traces. Et son avenir. Et son avenir, bien entendu, puisque nous sommes surtout là pour parler de l'avenir. Bon, je passe la parole aux membres du cercle des économistes, Bruno, qui va vous tracer à très grande ligne un peu toutes les questions et tout le sujet de la traçabilité. Bruno, à toi. Bonjour. Alors d'abord, ça, c'est une barre chocolatée, c'est celle que je préfère. J'ai pas forcément des bons goûts, mais c'est comme ça. Ça, c'est un smartphone avec une application dont vous avez probablement entendu parler. Je clique, je l'ai déjà fait, donc je vous donne le résultat, et j'obtiens mauvais, 15%. Bon, trop de graisse, sucre, calories, un additif, risque modéré, l'additif E471, je vous passe la description de l'additif. Et bien voilà, bienvenue dans l'ère de la traçabilité. C'est ça notre nouveau monde. Alors la traçabilité, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un mot barbare, étymologiquement j'entends, un mot en fait qui recouvre la traceability, c'est-à-dire la capacité à connaître l'origine et le parcours d'un produit. En fait, cette traçabilité, c'est devenu un enjeu au XXIe siècle, et à mon sens, c'est parce qu'elle est au carrefour de 4 injonctions contemporaines qui vont être à l'honneur durant cette session. Je vais les décrire tour à tour. La première d'entre elles, c'est une très forte demande sociale de transparence. Alors cette demande, elle émane des consommateurs, elle émane des citoyens, elle émane de nous, en quelque sorte. Et il s'agit bien entendu d'un avatar de cette perte de confiance dont on discute dans ces rencontres. Mais c'est aussi, à mon sens, l'expression d'une très forte aversion pour le risque, qui est si particulière aux pays qui sont opulents. Dans une économie opulente, où la promesse c'est qu'on va vivre longtemps, où la promesse c'est qu'on va vivre bien,
forcément on est intolérant aux risques sanitaires, forcément on est allergique. Et le résultat, c'est cette forte demande de transparence. La deuxième injonction, cette fois-ci, c'est du côté des entreprises. C'est le besoin d'efficacité. C'est un besoin en fait qui est nouveau pour elles. Enfin, l'efficacité toujours a été leur besoin, mais la nouveauté, c'est bien entendu la fragmentation du processus productif, la fragmentation de la chaîne de valeur. Avant, on produisait tout au même endroit. Très facile de contrôler les différents stades de la production. Aujourd'hui, la production est morcelée, elle est sur des tas de sites différents, dans des pays différents, et le résultat, c'est qu'il y a une perte de contrôle sur le processus productif, avec des nouveaux risques, des risques de rupture d'approvisionnement et des risques de scandale, parfois alimentaires. Alors évidemment, les entreprises veulent récupérer du contrôle, d'où la traçabilité. La traçabilité pour les entreprises, c'est aussi une activité marketing. Mes voisins ne seront peut-être pas d'accord avec ça, mais il y a dans la traçabilité l'envie de montrer qu'on peut tracer, et il y a de la communication autour de la traçabilité. Alors c'est la possibilité de faire mieux que son voisin, c'est la possibilité de faire partie d'un club, d'un label. Et cette possibilité-là, l'objectif, il est très clair, c'est de pouvoir avoir un marché plus grand et de pricer un peu plus cher. La troisième injonction, cette fois-ci, c'est l'impératif de la régulation. Alors, là, je vais faire l'économiste, mais les marchés dont on discute, l'alimentaire, l'agroalimentaire, le pharmaceutique, mais les voitures aussi, l'automobile, sont souvent des marchés où l'information est asymétrique. C'est-à-dire qu'en fait, le consommateur a peu d'informations, le producteur a une information qui est plus grande sur le produit qu'il vend, et le résultat, c'est qu'en général, la situation est mauvaise pour le consommateur. Mais en fait, il y a un économiste qui s'appelle Akerlof, prix Nobel, qui a montré que le problème était plus grave que ça. Parce qu'en effet, si moi je me méfie du produit que je ne connais pas, le résultat, c'est que étant trop méfiant, je ne vais tout simplement pas acheter et le marché disparaît. Dans un contexte comme ça, la régulation s'impose souvent et elle permet, en forçant les entreprises à diffuser des informations, ça permet tout simplement aux consommateurs de prendre les bonnes décisions. Alors évidemment, la question, c'est jusqu'où doit aller la régulation ? Parce que les entreprises ont souvent les bonnes incitations pour distribuer cette information. Il en va de leur réputation, par exemple. Et donc la question, vraiment, c'est où on met le curseur et à quelle échelle on régule. Enfin, le dernier point, la dernière injonction, c'est une injonction technologique cette fois-ci. La révolution numérique frappe partout, dans toutes les sessions évidemment, et elle modifie par exemple l'asymétrie d'information dont je parlais tout à l'heure. Avec les réseaux sociaux, le coût réputationnel des erreurs pour les entreprises a explosé. Elles ont vraiment intérêt à tracer. Avec Yuka, on l'a vu, les comportements de consommation sont bouleversés, en toute indépendance du régulateur, en toute indépendance des industriels, je pense. Enfin, la dernière chose à propos de la révolution numérique, c'est bien évidemment la blockchain, qui vient modifier complètement la traçabilité, en la rendant beaucoup plus efficace. Et les cabinets de consultants ne s'y trompent pas, eux qui publient des rapports sur le sujet, et y voilà une manne future d'argent, évidemment. Là-dessus, il y a un tout petit hiatus. La blockchain dont on parle, ce ne sera pas celle de Bitcoin. Ce ne sera pas une blockchain publique, ouverte à tous ceux qui désirent miner. Ce sera une blockchain privée. Seuls y participeront ceux qui sont partie prenante de ce marché. Je vous laisse avec nos intervenants. Merci beaucoup. Merci Bruno. Voilà le paysage maintenant tracé. Et la question, je rebondis dessus, l'impératif de la régulation, Richard Renaudier, et jusqu'où faut-il aller sur cette régulation? Faut-il, pour établir une transparence et une confiance, mais est-ce que c'est toujours égal? Est-ce que la transparence fait de la confiance complètement, etc. Donc, où vous considérez qu'il faut mettre le curseur sur la régulation? Merci Eric. Bonjour à tous. Je suis chargé de vous présenter en 6-7 minutes les aspects 6 minutes les aspects réglementaires sur la traçabilité. Donc je vais encore accélérer, vous allez voir. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en droit français, ça va donc aller très très vite. En droit français, la réglementation de la traçabilité était réglementée depuis très longtemps dans le Code de la consommation. En revanche, jusqu'à une période récente, il n'y avait rien en traçabilité dans le droit européen. Donc il n'y avait aucune harmonisation entre les différents pays européens.
La première réglementation européenne date d'un règlement de 2002, c'est après l'affaire de la vache folle, et 2002, et c'est entré en vigueur en 2005. Donc aujourd'hui, si j'essaie de le présenter de manière très synthétique, très schématique, quelles sont les obligations en matière de traçabilité? Chaque opérateur économique français, je parle des Français parce que c'est un cumul du droit européen qui est harmonisé donc, entre tous les pays européens et du droit français. Chaque opérateur économique, qu'il soit à n'importe quel niveau de la chaîne, c'est-à-dire au niveau des producteurs, au niveau des industriels transformateurs, au niveau des distributeurs, sont tenus de respecter les obligations en termes de traçabilité, de pouvoir démontrer systématiquement à qui ils ont acheté une substance qui rentre dans une denrée alimentaire. Là, je me focalise sur les denrées alimentaires, mais ça existe dans d'autres secteurs d'activité, mais je travaille plus régulièrement sur ces questions-là. Donc, toutes les substances, et ce n'est pas seulement les substances alimentaires, ça peut être des additifs, on est obligé de les tracer. Donc, chaque opérateur est obligé de conserver la trace de le fournisseur à qui il a acheté chacun des ingrédients qui rentrent dans ses produits. Il est obligé de garder donc la date, le nombre de produits qu'il a achetés, ce qu'il a fait des produits. Donc, est-ce qu'il les a détruits? Est-ce qu'il les a incorporés dans d'autres produits, dans les produits qu'il fabrique? Et ensuite, il garde la trace également des personnes à qui il a vendu ces produits. Donc, il garde le nom des clients, les produits qu'il a vendus et les dates de la vente. Il y a une transparence totale. Ça, il y a un échelon, donc un échelon au-dessus qui est le fournisseur, un échelon en dessous qui est le client. Et cette réglementation, elle sert, s'il y a une difficulté, s'il y a une crise sanitaire, à pouvoir faire un retrait des produits en magasin. Donc on arrive à savoir que tel ingrédient qui a été vendu à ce fabricant s'est retrouvé dans un produit, et donc si cet ingrédient a un problème, on peut le faire retrait en magasin, ou si c'est plus grave, des rappels auprès des consommateurs. Donc cette réglementation date de 2005, et malgré cette réglementation harmonisée au niveau européen, on s'est aperçu qu'il y a encore, on le voit tous, des crises sanitaires qui existent, qui apparaissent quasiment chaque année. Des crises relativement graves. Alors on peut se poser la question, pourquoi il y a ces crises? Alors j'ai essayé de synthétiser, sans être exhaustif, différents cas qui expliquent les crises qu'on rencontre. Il y a des crises qui sont liées au texte. Comme je le disais, on est obligé de garder la trace uniquement du fournisseur qui est juste en amont et du fournisseur qui est juste en aval. Donc on a juste un au-dessus, juste en dessous. Donc quand il y a plusieurs échanges, qu'il y a des ventes successives entre différents opérateurs, on peut très vite perdre la trace. Le mécanisme de la réglementation sur la traçabilité, c'est que chacun est responsable à son niveau. Donc les autorités de concurrence, de la DGCCRF par exemple, les fraudes, quand il y a un incident, elles vont voir chacun des opérateurs et elles remontent comme ça toute la trace, toute la filière. Donc le premier problème que ça pose, c'est que je dirais qu'une personne, un opérateur économique, un fabricant, il ne sait pas exactement ce qu'il met dans son produit. S'il y a eu une fraude 2 étages au-dessus, il ne le sait pas. Deuxième problème, c'est que la réglementation est une réglementation communautaire. À partir du moment où elle est communautaire, ça veut dire qu'elle s'arrête aux frontières de l'Union européenne. Les achats faits auprès d'un fabricant chinois, par exemple, on connaîtra le nom du fabricant chinois. En revanche, on ne connaîtra pas le nom des fabricants auprès de qui lui-même aura acheté ses produits. Et il n'y aura aucune contrainte en droit européen pour forcer cette personne qui est hors Union européenne de donner ces informations. Donc ça, c'est le deuxième problème sur le texte. Ensuite, en pratique, les problèmes qui ont été rencontrés en pratique. Les problèmes, c'est la tardivité de l'information. Je vais vous donner 2 exemples. On a tous entendu parler de l'affaire Lactalis en 2017. Il y a des informations qui ont été données tardivement. On a demandé à des magasins de retirer les produits de la vente. Les produits n'ont pas été retirés tout de suite. Ils ont été vendus et certains ont même été consommés. Deuxième exemple, les tartelettes Ikea. Ikea a fait fabriquer des tartelettes en Chine. Les autorités chinoises ont informé les autorités européennes qu'il y avait une contamination par des matières fécales. C'était en 2012. Le problème, c'est que le temps que les Chinois informent les Européens, les tartelettes avaient été vendues et mangées. Autre difficulté d'identifier la source. En Allemagne, il y a eu une affaire en 2017, je crois, non, en 2011, avec la bactérie E. coli, il y a eu des dizaines de morts. On a, dans un premier temps, incriminé les légumes qui venaient d'Espagne. On a incriminé plus particulièrement le concombre.
La conséquence a été simple. Immédiatement, il y a eu une baisse des ventes, arrêt des importations depuis l'Espagne dans toute l'Union européenne. L'Espagne était mis au banc de la société. La baisse, pareil, des concombres, peu importe la provenance. Et on s'est aperçu, in fine, que c'est des graines germées qui venaient d'Égypte. Donc, il y a des problèmes d'identification des sources. Autre raison, et là la plus importante, c'est la fraude. La fraude, plus de la moitié des scandales depuis 2005 sont liés à des fraudes. Un exemple qu'on connaît tous, la viande de cheval, qu'on présente comme la viande de bœuf et qu'on retrouve dans les plats cuisinés. Condamnation pour une fois, c'est rare, mais condamnation au mois d'avril 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à de l'emprisonnement. Il y en a une des personnes impliquées a pris 2 ans de prison ferme. Deuxième exemple, les œufs contaminés au fipronil. Le fipronil est une substance interdite quand c'est en contact avec les denrées alimentaires. Ça a été utilisé dans les élevages. Les œufs ont été contaminés. Les industriels, les distributeurs ont eu beaucoup de difficultés de repérer la source. Il faut que vous concluiez. Et je vais conclure par juste une petite chose. L'une des pistes d'évolution, c'est de dire est-ce qu'on ne peut pas faire évoluer la réglementation. Faire évoluer la réglementation, pour moi, c'est une fausse bonne idée. On pourra en reparler parce que ça amène des contraintes. On pourrait dire on demande à chacun de connaître tous les fournisseurs en amont. Le problème, c'est que ça va coûter très très cher. Ça va mettre les opérateurs français en concurrence défavorable par rapport aux autres opérateurs. Et ça risque de renforcer la fraude encore, puisqu'il y aura un différentiel de prix encore plus important. Et donc, il y aura encore plus intérêt à frauder. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Et merci de nous rappeler ces exemples que tout le monde en fait a en tête, avoir lu ça. Alors, on va passer à la pharmacie. Non, on va rester sur l'alimentation. Excusez-moi, c'était l'ordre plutôt choisi avec Jean-Philippe Pouig, justement. Je vous rappelle, président du groupe Avril. Oui, bonjour. Alors, sur l'agroalimentaire, avant de parler peut-être de ce que nous faisons, mais très rapidement, comme on a 6 minutes, je vais vous parler un petit peu du client. On a fait une petite étude avec Opinionway qui montre que l'alimentation, finalement, c'est la préoccupation pour 86% des Français, notamment la qualité de l'alimentation, et pour 21% d'entre eux, c'est très important, donc important à très important. Et l'essentiel, c'est la qualité pour commencer, 48%, l'origine, 34%, et le local, 22%. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont dit en 2018 qu'ils étaient plutôt optimistes sur la diversité des produits qu'ils pouvaient trouver en supermarché. C'est vrai, tendance à augmenter. Et que la traçabilité augmentait également, 45%. Donc, sans surprise, je dirais la confiance qu'attribuent les consommateurs va d'abord aux petits producteurs, au label de qualité, à l'origine France. Et ce qui était surprenant, c'est que le bio n'a que 51% de confiance des Français. Intéressant. Donc on a vraiment besoin d'informations. 86% des consommateurs souhaitent plus d'informations sur les produits. Et pour nous qui faisons quelques marques, 65% des consommateurs sont insatisfaits des informations qui sont données par les marques. Ça, c'est intéressant. Et aussi, l'ordre de priorité du consommateur, ça, il ne faut pas l'oublier, c'est 1, le prix. 2, ça reste l'origine. Et 3, la composition des produits. Voilà. Donc ça, c'est un peu le consommateur français. Donc on voit bien que la traçabilité, c'est quand même une tendance alimentaire importante en 2019. Et ce qui a changé depuis 2 années, on a vu la différence entre 2016 et 2018. On leur a posé la question, est-ce que vous basculeriez sur une marque? Et quelles sont les conditions? Si elle vous fournissait un petit peu plus d'informations, est-ce que vous seriez d'accord pour aller vers une marque? En 2016, 39%, oui. En 2018, 75%, oui. Donc on voit bien qu'il y a ce besoin essentiel de transparence et d'information. Alors il ne faut pas l'oublier, on est aussi dans l'agroalimentaire. Et si cette demande du consommateur elle est parfaitement légitime, il faut aussi se rappeler un chiffre, alors je ne vais pas parler des scandales, mais en France, 17 000 hospitalisations pour intoxication alimentaire par an, 200 décès. Donc il y a le besoin de traçabilité, mais il y a aussi un vrai souci vis-à-vis de la santé. Et on voit qu'avec les réseaux sociaux,
avec la numérisation, tous les scandales sont amplifiés. Je ne reviens pas sur ce qui a été évoqué. Alors pour aller rapidement sur ce que voit le consommateur quand il achète un produit, la seule chose qu'il voit, c'est l'étiquette, pour l'instant. Et si vous avez lu une étiquette, c'est juste incompréhensible. Je ne parle pas des indicateurs numériques, et plus on veut en mettre, moins c'est compréhensible. Donc ça ne répond pas à la demande du consommateur. Et donc là où le numérique a amplifié cette demande de traçabilité, finalement, le numérique va être aussi la solution, ou une solution qui va nous permettre finalement de rassurer le consommateur. On parlera sûrement de Yuka, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc il y a un certain nombre d'applications qui sont en train effectivement d'arriver sur le marché pour renseigner ce consommateur. Après, on peut se poser des questions, on aura peut-être le débat, de la pertinence de cette analyse. Donc si vous aimez le Bounty, tant pis pour vous, il faudra arrêter. Mais on peut se poser la question, quand ces gens se disent indépendants, est-ce que l'indépendance veut dire aussi la rigueur scientifique de l'analyse? Parce que finalement, les fabricants aussi ont un certain nombre de renseignements qui ne mettent pas forcément à la disposition de l'ensemble de ces sociétés-là. Alors, sur, je dirais, le groupe Avril, évidemment, donc juste en une seconde, le groupe Avril, ça a été créé par le monde agricole français, c'est toujours la propriété des agriculteurs français, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne verse pas de dividendes à nos actionnaires. Donc tout ce qu'on gagne, on le renvoie dans la filière pour la développer, notamment pour développer la ferme France. Donc on a fait des choses, je ne dis pas qu'on est les meilleurs, mais il y a quelques années, on a, un petit peu avant mon ami, mais nous on était directement effectivement fabricant de marques, mais on s'est intégré, puisque ça fait partie de notre savoir-faire, dans la filière, et on a, avec des agriculteurs français, qui étaient identifiés, fait de l'huile de colza, fleur de colza, c'est au départ 200 agriculteurs, puis 500, puis 1000, donc vous achetez une bouteille de fleur de colza, vous êtes directement branché à garantie avec des agriculteurs français. Mais ce n'est pas la traçabilité complète. Ensuite, il faut parler de la blockchain. La blockchain, effectivement, on y reviendra aussi, c'est quelque chose de plus complexe à mettre en œuvre. On est plutôt au balbutiement aujourd'hui de la blockchain. On travaille aujourd'hui avec une grande marque de distribution sur les œufs. Vous pourrez voir ça très bientôt. Mais c'est compliqué, c'est complexe, mais ça a l'avantage d'être complètement autonome, indépendant, et ça est complètement tracé et audité par un organisme extérieur. Donc ça donne aux consommateurs une certaine garantie. Bon, j'ai plein d'autres choses à dire sur Avril, mais juste pour conclure mes 6 minutes, on voit bien que la traçabilité, c'est vraiment une nécessité pour le consommateur. Outre d'améliorer la qualité alimentaire, c'est une tendance sociétale irréversible. Donc il faut que nous nous inscrivions dans ce contexte. 2 autres petits points, je pense, qu'il faut avoir en tête. On parle de traçabilité. Il ne faut pas oublier, la priorité du consommateur, c'est le coût. Donc il faudra se poser la question, qui va payer et comment on va finalement rémunérer cet investissement nécessaire pour cette traçabilité. Et 2, on l'a évoqué avec notre juriste, c'est comment on assure la traçabilité. Produit local, le consommateur veut du local, certes, mais tout ne vient pas du local. Comment on assure une régulation qui va permettre d'avoir une traçabilité ou des exigences de traçabilité qui ne viennent pas aux dépens des producteurs français, puisque finalement, on peut exiger plus facilement en France, en Europe, beaucoup plus compliqué quand les produits viennent de l'extérieur de la France. Merci, merci beaucoup. Merci à cette allusion à l'accord avec le Mercosur, si j'ai bien compris. On va revenir tout à l'heure sur l'agroalimentaire, mais on va avant faire un petit tour par la pharmacie, où les problèmes sont quand même un peu différents. Est-ce que les gens ont, je suppose, confiance dans les médicaments, pas forcément dans leurs résultats, mais en tout cas dans le contenu du médicament, puisque je ne crois pas qu'en France il y ait tant de faux médicaments ou de médicaments comme on trouve par contre énormément en Afrique, dans le pays du Sud, venus d'Inde essentiellement et de Chine, je crois. Mais ça ne doit pas être trop le cas en France. Alors comment vous voyez les problèmes de traçabilité? Détrompez-vous, en fait il y en a beaucoup, même dans les pays développés.
De faux, enfin des médicaments oui, tout comme... à fait. Ouais. Oui, que vous achetez pas dans la pharmacie, mais qui sont disponibles sur Internet, notamment. Ah oui, sur Internet, c'est exact. Donc, oui, c'est vrai, c'est façon exact. Ouais, impressionnante. ouais. Donc, Parlez dans le micro, pardon. Ouais. Le médicament, c'est un produit particulier parce que, évidemment, si on en prend un, a priori, c'est pour aller mieux. Et il nous aide à être en meilleure santé, mais également souvent à sauver des vies. Donc ça fait que ça lui procure un statut particulier qui fait que c'est une industrie extrêmement réglementée depuis de nombreuses années. Donc quand on parle d'enjeux de confiance, on parle avant tout d'enjeux de santé publique. C'est ça qui fait sa particularité. Donc quel est le risque avec un médicament qui n'est pas celui attendu? C'est soit un surdosage, soit un sous-dosage, soit des ingrédients qui ne sont pas attendus en fait. Donc ça fait que c'est des risques très importants et graves. La réglementation, elle porte principalement sur la fabrication depuis très très nombreuses années, depuis 50 ans. Il y a des bonnes pratiques de fabrication donc qui permettent finalement de s'assurer de la qualité du produit qui a été produit par le fabricant qui est légitime pour le faire. Mais le risque qu'il y a, c'est un risque de fabricant qui va faire un médicament qui intentionnellement ne va pas être celui qui est prévu. Et c'est pour ça que depuis quelques années, comme on a vu ces médicaments contrefaits apparaître, qu'a été mis en œuvre une nouvelle réglementation qui d'ailleurs a été mise en œuvre par la Commission européenne en 2011 et qui aujourd'hui ne s'avère être dans les faits appliquée que depuis le début de cette année. C'est ce qu'on appelle la sérialisation et ça permet d'identifier les médicaments de façon unique par leur boîte qui est identifiée de façon unique. Donc vous l'avez peut-être vu, si vous avez acheté des nouveaux médicaments depuis le début de l'année, vous avez deux choses qui apparaissent. C'est un code barre qui permet depuis l'usine jusqu'à votre pharmacien d'identifier la boîte que vous allez recevoir, mais également un petit plastique qui vous empêche d'ouvrir la boîte très facilement et qui empêche qu'il y ait des erreurs qui soient faites. Donc vous parliez de chiffres tout à l'heure. C'est juste un petit scotch là, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un petit scotch. On ne peut pas l'enlever, ce petit scotch? Vous pouvez l'enlever, mais ça arrache tout, donc ça se verra immédiatement. Parce que le sujet de la traçabilité, comme je vous disais, c'est que c'est un geste intentionnel, malveillant qui soit fait. Et là, vous pourriez le repérer, en fait. Vous vous rappelez peut-être cette histoire du furosémide en 2013. C'était une personne âgée qui avait utilisé des médicaments et qui s'était plaint, et c'était grave à l'époque puisque c'était le début des laboratoires génériques qui apparaissaient et où elle a dit il se passe quelque chose de bizarre, j'ai eu au lieu d'avoir un somnifère, j'ai eu un diurétique comme médicament et on a essayé de comprendre comment. Évidemment, l'ensemble de la population s'est ému du sujet, ça a poussé même le laboratoire à arrêter immédiatement sa commercialisation. Alors qu'en fait, c'était cette dame d'un certain âge qui, elle, faisait un petit peu des trafics dans sa boîte et avait remplacé un décomprimé, pensant le garder pour le soir ou pour plus tard. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir que cette traçabilité, elle ne peut jamais être absolue parce qu'il se passe quelque chose dans les mains des patients. Mais vous voyez tout de suite que envers le médicament, on a cette relation où finalement on voit plus mettre en avant les risques que les bénéfices parce que les médicaments sont efficaces a priori. Donc, vous parliez chiffres tout à l'heure, juste pour avoir ça en tête, c'est un médicament sur 10 qui est contrefait. Dans les pays d'Afrique, ça peut être jusqu'à 7 sur 10. C'est absolument impressionnant. C'est une manne extraordinaire pour les contrefacteurs. C'est 500 milliards de dollars par an qui sont générés dans ce domaine-là. C'est 800 000 vies perdues par an à cause des médicaments contrefaits. Il y a quelques années, un certain nombre de personnes en Afrique ont été vaccinées contre la méningite et ont malheureusement été vaccinées avec un vaccin qui n'était absolument pas efficace et sont décédées. Donc c'est extrêmement choquant, on n'en a pas connaissance, mais il faut y être très attentif. Donc le dispositif qui a été mis en œuvre en début d'année, on considère qu'il est très efficace. Il est là pour rassurer. Bien entendu, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, mais pour nous, il ne sert pas à rétablir la confiance avec probablement les fabricants, parce que vous savez que cette confiance, elle est très dure à gagner. Elle n'est pas basée uniquement sur la traçabilité. Quand 80% des Français disent que la santé est une préoccupation majeure, en revanche, on va dire 84% d'entre eux n'associent pas les entreprises du médicament avec l'éthique.
81% ne l'associent pas avec la transparence. Donc vous le voyez, on a encore un grand chemin à parcourir. Probablement, il faut qu'on mette en œuvre une communication qui soit un peu différente de celle qu'elle est aujourd'hui. On est très fiers du système de qualité qu'on met en œuvre au sein de l'industrie pharmaceutique pour assurer la qualité des médicaments. Mais très rapidement, avec un écart qui peut être constaté, cette confiance diminue. Mais ce qui nous importe, c'est vraiment, je tiens à le rappeler, c'est la santé publique, c'est le rôle qu'on doit jouer pour les citoyens. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est qui le patron? À vous, Nicolas Chavannes. Attendez, voilà. Bonjour à tous. On a combien? Vous avez laissé 1 minute, donc on va la récupérer pour les consommateurs. Non, je blague. Bon, c'est qui le patron? C'est ça. Je le montre, je le fais aussi sur France 2 parce que ça va plus vite que d'expliquer. C'est de simples consommateurs à partir d'une coopérative. Il y en a peut-être d'ailleurs dans la salle des sociétaires ou des gens qui achètent ces produits. Des simples consommateurs qui se sont dit un jour, mais qu'est-ce que vous faites de mon argent? Je découvre qu'avec mon argent, quand j'achète un litre de lait, j'apprends qu'à l'autre bout, il y a un petit producteur qui ne vit pas de son métier. Ne nous rendez plus complices de ça. Voilà. Donc on veut que cet argent serve à quelque chose de bien. Comme personne ne trouvait la solution, ou voulait la réaliser, c'est une marque qui est née, c'est qui le patron. Et donc elle a développé 29 produits. Le principe est simple, je vais faire court parce qu'il faut que j'arrive jusqu'à l'information que je dois vous donner à la fin. On rentre dans 8 questions clés. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner aux producteurs? Est-ce qu'on a envie qu'ils gagnent sa vie? Oui, on voit une incidence sur le prix, c'est-à-dire que la brique était à 0,69 au départ. 8 centimes, c'est ce qui manque à un producteur de lait en France pour vivre de son métier. On boit 50 litres, ça fait 4 € par an. Après, je vous dirai un truc sur le sucre. Eh bien, ces 4 € par an, ils sont ultra accessibles et forcément, on était bien plus que quelques-uns à vouloir le faire. Est-ce qu'on enlève les OGM de l'alimentation? 5 centimes. 1 à 3 mois de pâturage, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. La pédagogie toute simple du questionnaire a fait naître un produit dont on connaissait l'histoire à 0,99 centimes. Et c'est vrai que le prix est important, mais quand on sait pourquoi c'est un peu plus cher, ça devient la brique, la référence la plus vendue en France derrière la MDD. C'est-à-dire que cette brique équitable créée par des consommateurs sans pub à la télé et sans commerciaux a renversé toutes les attentes et s'est vendu à plus de 120 millions d'exemplaires quand on rêvait de 10 millions. Voilà. Donc ça, c'est... Pour que ce soit clair dans l'esprit de chacun, donc ce pack-là coûte combien plus cher qu'un litre normal? Alors, à cahier des charges équivalent, puisque c'est le cahier des charges le plus qualitatif en fait pour du lait, on a bien conservé les 8 centimes. Mais si on prend le lait le plus bas, qui est un drame, hein, si je peux le rappeler, quand vous voyez du lait en promotion, il faut savoir que c'est dramatique pour les producteurs. Ce sont d'énormes stocks de lait, les marques les bradent, et à l'autre bout, ça creuse un terrible fossé pour les producteurs. Voilà, donc c'est un peu plus cher, c'est vrai, mais 4 €. Je vais tout de suite vous le dire, on avait fait une réunion, on a découvert, vous parliez des producteurs de colza, et dans cette réunion, nous, consommateurs, de façon très bienveillante, on a dit, mais il manque combien aux producteurs de colza? Ça représenterait combien sur un litre d'huile? Vous vous rappelez? Vous n'aviez pas la réponse, comme beaucoup de marques, c'est-à-dire que ce n'était pas un chemin, ce n'était pas la priorité du 1er janvier de se dire « Attends, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on rajoute sur nos produits pour que les producteurs vivent ?» Je vous le dis un peu comme ça, parce que vous êtes là, mais c'est un peu général. Et après un calcul qu'on a fait ensemble, 9,5 litres, je parle sous votre contrôle, d'huile consommée par an, ce qu'il fallait rajouter, c'était 1,20 €. Faites-nous une huile pour 1,20 € par an qui redonnera le sourire aux producteurs de colza. Voilà. Ça, c'est qui le patron? Et en même temps que les produits ont été créés, tout le monde a dit, puisque c'est une COP, on n'a que des choix et des votes collectifs, on veut aller vérifier. On ne veut pas s'arrêter au fait que le cahier des charges, peut-être, serait finalement mieux disant. Bon. Et on est allé voir tous ensemble, chaque matin, il y a des sociétaires, 9000, il y a 11 millions d'acheteurs aujourd'hui, qui vont voir si le producteur gagne sa vie. Au-delà des contrôles, vous avez dans les yeux un producteur et vous pouvez lui demander est-ce que vraiment ce qui est écrit là est vrai? Est-ce que ça change votre vie ou pas? Et au-delà des contrôles et finalement des choses utiles, bien sûr, cette relation très directe qu'on peut avoir, elle paraît essentielle. Donc cette transparence, elle a été très importante dans l'aventure. Et donc pour finir, elle va déboucher sur une grande nouveauté qui a été imaginée collectivement.
c'est de se dire, on a fait 29 produits. C'est des succès incroyables. Hein. Le beurre bio, c'est qui le patron, est devenu le beurre bio le plus vendu de France, alors qu'on a rajouté 15 centimes pour aider les producteurs en conversion. Vous voyez, donc on avait tous les défauts du produit par rapport à ce qu'on imaginait. C'est plus cher, mais pour des bonnes raisons. Et finalement, ça devient un succès. Alors on s'est dit, on rassemble ces données sur une appli. Yuka est un merveilleux outil qui a fait progresser les choses. Mais on avait, nous, des informations que peut-être tout le monde n'avait pas. Parce qu'il y a eu 180 000 votes. Si je vous montrais le profil type sur origine France ou pas, est-ce qu'on veut que notre argent évite de faire du mal à un producteur? Est-ce qu'on enlèverait les additifs et les OGM? Tout le monde est à peu près du même avis. Ce profil-là qu'on a récupéré, on en fait une appli à la rentrée et on va regarder tous les produits sous le prisme de nos attentes à nous, consommateurs exprimés. On va pouvoir dire, ce produit-là est à 51% de ce qu'on attend, celui-là à 37%, ah, il y a une petite PME qui est à 92%, et c'est finalement une façon, à partir de ce profil type, qu'on va d'ailleurs affiner, parce que vous allez pouvoir personnaliser, on va pouvoir, de façon encore une fois très bienveillante, dire à tous les gens qui font du marketing, aux directions générales qui oublient parfois de rentrer par ces chemins-là, voilà ce que nous, consommateurs, ceux qui répondent, on attend de pouvoir trouver. Et on ne s'arrête pas là et j'ai fini. Ce que vous nous direz, on ira le vérifier. C'est comme ça qu'est née la chaîne des consos et des citoyens et qu'on s'occupe de l'amont et maintenant de l'aval pour être très rassuré sur ce que nous consommons. Voilà. Je ne sais pas si ça fait 6 minutes. Presque. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste une petite question supplémentaire. 180 000 consommateurs, c'est ça, pour construire Yuka, mais est-ce que chacun n'a pas pu juger tous les produits en vente dans les supermarchés? Donc est-ce que, d'un point de vue statistique, scientifiquement statistique, vous n'êtes pas obligé d'un peu de resserrer un peu le truc? C'est ce qu'on nous a dit, mais il y a 6850 personnes qui ont répondu au questionnaire du lait. Tout le monde nous a dit c'est pas très important par rapport à la population française. À la fin, il y a 11 millions de gens qui l'ont acheté. C'est-à-dire que peut-être le bon sens de notre voisin est quelque chose d'assez partagé. Et ces 6850 ont répondu sans doute comme on aurait pu répondre. Et ils ont été prescripteurs, parce qu'on fait confiance à son voisin bien plus qu'à n'importe quel acteur du monde agroalimentaire. Ouais, c'est comme ça. Il n'y a pas de jugement à avoir, mais une petite frange de consommateurs a finalement fait naître de la confiance pour beaucoup d'autres. Merci. Antoine Lefébure pour... Oui, pour assurer ma propre traçabilité, les radios libres, c'était il y a longtemps. J'ai été après directeur du développement du groupe Havas et maintenant je m'occupe de communication numérique d'une entreprise qui s'appelle Culinaire l'Agence et qui raconte des histoires autour des produits de consommation. Alors cette histoire de traçabilité, c'est aussi une histoire de vie et de mort parce que de formation historienne, il y a 1 mois et demi, j'étais en train de me baigner au large de la Somalie, enfin sur les plages de la Somalie, où on n'est pas dérangé par les touristes. Enfin, c'était une mission archéologique on était bien gardés parce qu'on était en zone rouge, donc on se sentait en sécurité dans l'océan Indien à 30 degrés, à Batifolé. Et en sortant, on a vu 3 grands bidons qui avaient ni une sale tête ni une bonne tête. On s'est approché et ces bidons étaient entièrement grattés. C'est-à-dire toute la peinture qui signalait ces bidons avait disparu. Et on s'est un peu interrogé, on a demandé aux autochtones, aux autorités, et on a découvert que les industriels du nord de l'Europe et aussi de l'Italie utilisaient la mafia pour se débarrasser à bon compte de leurs produits les plus toxiques et les larguer au large de la Somalie, qui est un État, comme vous le savez, sans État, avec quasiment sans frontières et dans un état de guerre civile. Et du coup, notre petite baignade dans l'océan Indien est devenue un petit peu gênante. On n'a pas essayé d'ouvrir les fûts parce qu'on n'était pas kamikaze, mais on a compris que cette histoire de traçabilité, de non-traçabilité, ça pouvait être, et l'exemple des médicaments que vous avez donné tout à l'heure est juste, tout simplement une histoire de vie et de mort. Et en fait, c'est une très vieille histoire, cette traçabilité. Alors, je vais reprendre un peu mon tropisme d'historien. Au VIe siècle, la chancellerie papale a décidé d'intégrer une traçabilité dans ses documents d'autorité, ce qu'on appelle les bulles.
Les bulles papales, justement, la bulle, c'est le nom qui a été donné par l'outil de traçabilité, qui était tout simplement un sceau qui était en plomb ou un sceau qui était en or, suivant les moyens du pape, et qui était lié par le fil de chambre au document lui-même, au parchemin lui-même, donc impossible à détacher, et qui permettait d'exercer l'autorité papale, qui était à la fois une autorité sur le monde terrestre, mais aussi sur le monde divin, et qui avait une vocation universelle. Et les différents gouvernements, les rois reprenaient ces bulles et les appliquaient. Ça pouvait être, par exemple, la formation de l'ordre du Temple ou la création de l'Inquisition. Et ce dispositif était en plus un dispositif de traçabilité crypté. C'est-à-dire que sur le recto, vous aviez Saint-Paul et Saint-Pierre. Sur le verso, vous aviez le portrait du pape. Et on a découvert bien plus tard, les historiens, qu'il y avait des petits pointillés. Sur le petit pointillé en recto, il y avait 200 points, et au verso, il y en avait 201. En fait, c'était une indication cryptée pour éviter ce qu'on appelait les fausses bulles, parce que, évidemment, l'autorité de la papauté rendait tout à fait possible et envisageable la création de fausses bulles pour créer un certain nombre de conflits. Et en fait, ces bulles étaient enregistrées par les États, les rois n'avaient rien à dire là-dessus, et il a fallu attendre 1802 pour que Bonaparte obtienne de la papauté que le Conseil d'État enregistre préalablement les bulles papales. Sinon, elles avaient vocation à être universelles sans débat par les différents gouvernements. Alors, c'est pour expliquer l'importance stratégique de cette traçabilité. Et aujourd'hui, dans les sondages, et vous en avez assez parlé, on voit qu'il y a 70% des consommateurs qui sont véritablement soucieux de leur bien-être et qui ont fait un rapport entre alimentation et bien-être, ce qui n'était pas évident il y a 20 ans. Il y a eu un nombre de livres, soyez votre propre médicament, soignez-vous vous-même, ça avait commencé avec Rick Azaray et ça s'est développé. C'est des livres qui se vendent à 1-2 millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, 70% des consommateurs sont inquiets. Ils ont l'impression qu'on ne leur dit pas la vérité, etc. Et on se demande si le gouvernement ou les lobbies ne font pas tout pour développer cette méfiance. Je vous donne quelques petits exemples, on pourrait en donner 50, vous en avez parlé un peu. Le gouvernement a refusé d'inscrire dans la loi alimentation l'étiquetage du pays d'origine du miel. Ça a l'air peu de choses. En fait, 80% du miel vendu en France vient de l'étranger et la plupart de ce miel produit à l'étranger est bourré de substances que vous n'imaginez même pas. Et on ne le saura pas. Le gouvernement, sous la pression de je ne sais quel lobby d'importateurs de miel chinois, a bloqué ça. Deuxièmement, au mois de janvier, l'Agence de sécurité sanitaire, qui ne sont pas véritablement des plaisantins, a annoncé, je cite, la présence de substances chimiques dangereuses, fermez les guillemets, dans les couches jetables. Depuis fin janvier, on ne sait pas. Donc vous imaginez dans les foyers avec de jeunes nourrissons dont on se soucie de la santé, il faut faire un recours au Conseil d'État. Le recours est en cours au Conseil d'État pour savoir si le Conseil d'État va autoriser l'agence à donner le nom des marques qui vendent des couches jetables. Conséquence de cette inquiétude généralisée, c'est effectivement le succès extraordinaire de Yuka. Et ça peut se vérifier. Moi, je l'ai vu avec mon petit-fils de 8 ans qui a passé en revue l'armoire alimentaire de sa maman et qui dit ça tu jettes, ça tu gardes, ça tu jettes, ça tu gardes, etc. comme un espèce de jeu sous le regard absolument concerné de ses parents qui effectivement avaient été un petit peu négligents dans leurs achats. C'est aussi la généralisation de la traçabilité montée par les associations et nourrie, c'est un peu l'exemple de C'est qui le patron, l'intelligence collective. Et c'est vrai, hein, je vous rejoins là-dessus, 9000 personnes, etc. 9000 personnes ne se trompent pas sur un sujet relativement bordé, etc., d'une complexité moyenne. 9000 personnes, c'est tout le monde. Et ce qui est très amusant, c'est sur l'application Yuka, par exemple, de voir les critiques. Qu'est-ce qu'on critique sur Yuka, etc. C'est des critiques minuscules et ça me fait penser
au début de Wikipédia, où les universitaires les plus débiles vous expliquaient que Wikipédia était truffé d'erreurs, ce qui était totalement faux, même s'il y avait des erreurs, elles étaient très rapidement corrigées, avant que Wikipédia s'impose. De la même manière, dans le domaine de géostratégique, vous aviez des stratèges qui vous expliquaient qu'on ne trouvait rien dans Wikileaks et qu'on n'apprenait rien et qu'on savait tout. Et je crois que l'avenir, ça va être la multiplication d'applications comme Yucca, la multiplication de l'intelligence humaine et collective appliquée par l'intelligence artificielle et une véritable révolution. Yucca annonce maintenant qu'il va faire de l'anti-allergène systématiquement. Et de la même manière, on va avoir peut-être des Yucca de la pharmacie, on a déjà des Yucca dans le domaine des cosmétiques, et c'est un phénomène qui va prendre une ampleur incroyable. Merci. Merci Antoine. Alors c'est tout le débat. Si on se tourne maintenant, on essaie de se tourner vers l'avenir et d'essayer d'inventer les solutions d'en parler, pour améliorer cette traçabilité. Donc cette loi de 2005 va revenir à vous, Monsieur Renaudier. Comment on fait? Parce qu'on voit bien que en même temps que la traçabilité est faite, mais la satisfaction n'est pas là. Je retiens les chiffres, 65% d'insatisfaits sur les informations sur les marques dans l'agroalimentaire, 81% ne croient pas à la transparence des groupes pharmaceutiques. Donc on a l'impression un peu d'une course entre l'exigence des consommateurs qui monte très vite et la traçabilité qui monte lentement. Enfin, la traçabilité, les lois qui nous imposent cette transparence qui monte lentement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me trompe? Alors, Maître. On a un grand mal français qui est qu'à chaque fois qu'on a un problème, on fait une loi et on augmente systématiquement les sanctions, on augmente les contraintes. Quand on regarde la loi Egalim, par exemple, elle a tiré les enseignements, la loi Egalim du 30 octobre, après les États généraux de l'alimentation. Il y a eu les États généraux de l'alimentation, donc en 2017, ensuite qui ont duré un peu plus de 6 mois. Ensuite, il y a eu une proposition de loi, donc et la loi a été votée le 30 octobre 2018. Cette loi, elle a ajouté de nouvelles contraintes dans les textes français. Nouvelles contraintes, il y a obligation, par exemple, de tenir un registre dans chacune des entreprises, un registre des retraits et rappels de produits. Il y a eu il y aura la création d'un site unique géré par le gouvernement, certainement la DGCCRF, la Direction de la concurrence, et dans lequel chaque opérateur devra alimenter, qui sera accessible à tout le monde, et tous les retraits et rappels de produits seront mis sur ce site unique. Et on attend un arrêté pour voir les modalités exactes pour l'instant. Donc il y a eu cette création. Il y a eu la création, suite à l'affaire Lactalis, obligation, par exemple, dans les locaux, il y avait la salmonelle qui avait été repérée, identifiée dans des locaux de Lactalis. Mais cette salmonelle n'était pas dans les produits. Donc Lactalis ne l'avait pas déclaré parce qu'il n'y a pas d'obligation de le déclarer. Donc maintenant, ça a été ajouté. Il y a des sanctions pénales qui ont été ajoutées. Donc systématiquement, si vous voulez, on a des couches nouvelles. On va avoir des contraintes nouvelles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas forcément la bonne idée, c'est souvent une mauvaise idée. C'est qu'au fur et à mesure, on s'aperçoit, d'ailleurs c'est des lois qui souvent ne servent à rien. Je vais vous donner un exemple. Il y a une ordonnance du 24 avril 2019 qui a restructuré toutes les relations entre fournisseurs et distributeurs et qui a supprimé une dizaine d'infractions. Donc ça, c'était un mouvement inverse, mais des tas d'infractions qui avaient été créées et qui n'avaient jamais servi. Tout à l'heure, je donnais un exemple. Juste pour finir, Eric, je donne un exemple. Il y a une seule condamnation dans tous les dossiers qu'on a eus. Donc on peut créer des infractions pénales, mais si derrière il n'y a pas de poursuite, on a déjà les textes. Non, mais je crois que tout le monde a compris, c'est là le débat. La contrainte, on n'y arrive pas comme ça. C'est pas par la contrainte. Donc peut-être qu'il faut inventer autre chose. Peut-être que Yucca est une invention. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord déjà avec le... Et pourquoi? Comment on explique, madame pourquoi il y a toujours autant d'insatisfaction? Insatisfaction sur la confiance? Oui, c'est ça, sur la confiance, sur le fait qu'on mette des lois et puis que les gens n'y croient pas au fond. C'est très difficile à comprendre. Nous, on passe beaucoup de temps à ça parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est une des industries les plus réglementées.
Donc ce qui est défini tout à l'heure pour l'agroalimentaire, pour nous, des registres de l'eau retirée, c'est une évidence. Tout est absolument enregistré et mesuré, vérifiable et transparent. Donc probablement, il y a encore des sujets sur lesquels on voudrait plus de transparence. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une utopie ultime de notre société aujourd'hui de vouloir absolument tout savoir dans un moment où finalement on se dit tout doit pouvoir être traçable, transparent, immédiat, partageable. Donc on a vraiment cette impression que c'est une envie qui ne s'arrête pas. Donc probablement le sujet auquel on pense immédiatement quand on se dit il faut transparence et il faut également de la confiance, on pense à un système qui soit infalsifiable et on pense à la blockchain. Donc tout le monde ne maîtrise pas le sujet, c'est un sujet qui est compliqué, qui intéresse beaucoup l'industrie pharmaceutique parce que ça peut nous concerner pour la production, ça peut nous concerner pour les essais cliniques et puis ensuite pour les données de santé parce que ça aussi c'est quelque chose qui a une grande valeur. En revanche, c'est très compliqué pour les industries de santé, tout simplement parce que les sujets dont on parle impliquent qu'on soit capable de tous se mettre autour de la table. Ouais. Donc ça veut dire qu'on ait des instances où on puisse retrouver une industrie pharmaceutique qui est assise avec des patients, qui est assise avec des payeurs et avec des personnes qui font la réglementation. Et aujourd'hui, on n'a pas cette instance, elle n'existe pas. Et pour pouvoir développer une blockchain qui soit intéressante, il faudrait ceci comme prérequis. Donc aujourd'hui, on peut avoir des propositions sur la blockchain en santé, mais elles restent limitées. Parce que le problème, c'est que les données de santé varient très très vite. Vous savez que votre état de santé varie quand on fait un certain nombre de mesures. Et le problème, c'est ce qu'on appelle l'immutabilité des données quand on est dans la blockchain. Donc il y a une variation très rapide des données en santé qui fait que c'est difficile à transposer dans la blockchain. Mais il y aura sûrement des applications rapidement. Petite question, tout le monde sait que dans les médicaments, il y a une notice. Combien de gens lisent les notices ? 0,001%. Écoutez, je pense que c'est difficile de faire mieux. Les autorités ont demandé il y a quelques années de revoir l'ensemble des notices. Vous l'avez peut-être repéré également, vos notices ont évolué au cours des années. Elles répondent maintenant à un standard qui est le même. Vous verrez, ça arrive avec des questions. À quoi sert votre médicament ? Comment le prendre, etc. Le problème, c'est qu'elles sont extrêmement exhaustives, elles sont très très longues. Les questions que vous posez probablement n'arrivent pas en premier quand vous ouvrez la notice. Elle est en plusieurs langues également, donc ça fait des éventails absolument énormes. Donc on ne peut pas dire que l'information n'est pas là. Le problème, c'est de savoir comment est-ce que vous pouvez l'utiliser de façon pertinente. Elle est là, l'information. Mais je retiens des deux interventions. 1, plus de contraintes, ça ne marche pas. 2, plus d'informations, ça ne marche pas non plus. Donc alors, à vous. Oui, moi je voulais revenir sur votre question. En fait, je pense que vous posiez la question de la confiance. Bon, c'est d'ailleurs le thème cette année des journées économiques. La perte de confiance du consommateur, c'est une perte de confiance de nous tous, mais pas uniquement vis-à-vis de nos produits. On a une perte de confiance vis-à-vis de nos systèmes, du politique, de l'administration. Voilà, c'est générique, c'est sociétal. Donc je pense qu'une des raisons pour lesquelles effectivement il y a cette perte de confiance pour ce qui nous concerne dans l'agroalimentaire, c'est que simplement on n'a pas vu suffisamment rapidement à quelle vitesse les consommateurs évoluaient. C'est-à-dire nous tous évoluer. Et on a un déficit de communication. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a un déficit d'information sur ce que nous faisons. Et c'est assez franco-français aussi, il faut le dire, parce que quand on sort de la France, ça fait plaisir de voir à quel point nos produits sont appréciés, pas que pour leur qualité, mais aussi, surprise, surprise, pour leur traçabilité. Donc on a le monde entier qui veut nous acheter non seulement les produits, mais la manière dont on les fabrique. Donc voilà, il y a cette dichotomie entre finalement le consommateur français qui, lui, a une certaine défiance vis-à-vis de ce qui est fait en France, et puis à l'extérieur de la France, finalement, l'inverse, le phénomène inverse. Donc, moi, je reprends ce problème en disant c'est chez nous aussi, en grande partie, que nous devons progresser pour être capable de donner cette information. Alors, il y a Yuka, il va y avoir les blockchains. On a évidemment à accélérer parce que le consommateur, lui, n'attend pas. On l'a vu avec Nicolas, ce qu'il nous a raconté. Donc, évidemment, et il va beaucoup, beaucoup plus vite que ce que nous faisons aujourd'hui dans nos entreprises. Oui, on sait depuis les travaux universitaires sur la démocratie athénienne que la démocratie, c'est une suite de conflits, de bagarres, de procès absolument extraordinaires. Ce n'est pas du tout la vision qu'on en avait au XIXe siècle, et même avec des périodes de dictature. Hein. Il y a eu en 404, avant Jésus-Christ, une période d'oligarchie, et c'était d'ailleurs la première loi sur
l'immunité sur l'interdiction de parler de cette période et l'interdiction de citer ce qu'avaient fait les gens sur cette période. Donc cette démocratie tumultueuse, je pense qu'elle va atteindre la grande consommation, qu'elle va devenir un sujet comme la cuisine, par exemple, est devenue un sujet à la télévision, les recettes, etc. Le mieux vivre grâce à l'alimentation, grâce aussi aux médicaments, va devenir un véritable sujet. Donc on va avoir des Wikileaks de la consommation, on va avoir peut-être un ingénieur dans un laboratoire un peu suspect qui est en train de préparer le futur Mediator, qui va craquer et qui va faire le Snowden et qui va raconter comment il prépare un médicament aux effets extrêmement dangereux et qu'il est révolté, qu'il ne peut plus se regarder dans la classe le matin. Donc ça va faire des secousses successives et ces secousses in fine, vont permettre de faire le ménage entre les industriels responsables et les industriels irresponsables, parce que ça existe partout, même y compris en France, et ça va permettre d'améliorer dans ce domaine-là une démocratie qui, pour le moment, parce que l'impression qu'on a eue depuis un siècle, c'est qu'on avait des produits, on avait de la publicité qui nourrissait les médias. Donc les médias, on voyait bien à la télévision, bon, il y a eu Cache Investigation, etc. Mais avant, il n'y avait rien, parce que c'était tout simple. La régie disait, mais attendez, c'est pas possible. Moi, étant à Havas, je connais un peu l'histoire de l'autre côté. La régie disait, c'est pas possible de traiter ce sujet-là, ils vont nous sucrer les budgets, etc. Donc les gens avaient l'impression, pour reprendre une expression à la Michel Audiard, qu'on leur beurrait les lunettes. Et je ne sais pas si vous avez regardé déjà le spectacle avec des lunettes un peu beurrées ou un peu... et aujourd'hui, ces lunettes beurrées, c'est un phénomène de société, elles ne sont plus supportables. Donc les gens enlèvent leurs lunettes et veulent savoir comment ça fonctionne. Et la question que je me pose, moi, c'est ces agences, alors, ou ces intermédiaires qui viendraient, au fond, rétablir la confiance en étant indépendants. Est-ce que c'est en train de prendre forme, etc. Enfin, je vais laisser d'abord Nicolas Chaban. Je parle souvent de la laitière. C'est vrai que nos yeux ont légèrement évolué. Vous savez, la laitière qui fait le yaourt habillé, je ne sais pas, la pub peut-être passe encore, mais bon, on a quand même longtemps vu ça, sans trop s'ébouvoir. Maintenant, c'est insupportable, quoi. C'est là où il y a une défiance après pour les marques. Vous avez raison, c'est plus large, le monde politique, etc. Deux exemples rapides. La loi, les Egalim, on a eu un appel de l'Élysée, Audrey Bourlot, la conseillère d'Emmanuel Macron, qui est très bien d'ailleurs, enfin très sympa, et qui nous a dit on va s'inspirer de C'est qui le patron pour faire la partie renversement du prix. On est allé là-bas, il y a eu une photo, bon, tout ça est sur Twitter. Et ensuite, ça n'a pas marché beaucoup, j'ai l'impression. Bon, ça veut dire qu'il y a on s'inspire de quelque chose qui marche, on en fait une loi et ça ne marche pas. Ça, c'est quand même une sacrée question, quoi. Et donc, nous, on a eu une part de réponse, c'est qu'effectivement, les lobbies sont très forts. Alors, bon, on est plutôt très bienveillants, mais on a fait des réunions avec des lobbies et des consommateurs. Et là, je vous assure que tout change. C'est-à-dire que quand vous avez des vrais gens bienveillants, sympas, qui viennent à leur échelle, en étant représentants bien souvent, encore une fois, du bon sens et de l'ADN de bien d'autres, les discussions ne sont plus les mêmes. Donc, je crois qu'on est à l'heure du « on va le faire nous-mêmes ». Bien sûr, pas tout seul, avec les fabricants, les marques, le monde politique, mais il faut qu'on prenne un peu ce rôle nouveau d'acteur, le fameux consomme-acteur. Le citoyen acteur est pas loin derrière. Et on a la possibilité, pour finir là-dessus, d'avoir une capacité d'influence directe. Parce que ce que j'entends de ce débat, c'est mais comment on fait, quoi? Parce que rien ne marche vraiment. Il y a une chose qui marche bien, c'est effectivement cet acte d'achat qui permet à un moment donné, si on décide d'acheter un produit valeureux parce que l'histoire correspond à ce qu'on imagine, de le faire monter. Et récemment, vous avez cette histoire incroyable de Danone au Maroc, qui, les Marocains disent, pour des raisons peut-être d'ailleurs pas tout le temps objectives, on veut plus de Danone au Maroc. 4 mois après, 40% de chiffre d'affaires en moins, alerte sur les résultats, annulation de la distribution de dividendes. Le week-end, Emmanuel Faber va et dit « Attention, on va faire comme C'est qui le patron, vous inquiétez pas ». C'est là où il m'a appelé un week-end. Et au final, ça n'est pas reparti. Donc le monde est en train de se rendre compte, alors je ne veux pas faire peur à mon voisin de droite, mais c'est-à-dire que les grandes marques se rendent compte qu'on achète les produits parce qu'ils passent à la télé. C'est-à-dire que, et pourtant vous faites aussi des choses bien. Donc c'est très fragile ça. Les consommateurs créent leurs propres produits, je pense que c'est quelque chose qui va grandir. Et surtout, ils vont vérifier de façon très sympa et bienveillante, mais par eux-mêmes,
que ce qu'on leur dit est vrai. Et ils le diront par Internet très rapidement avec les réseaux sociaux à des millions d'autres. Merci. Je voudrais juste expliquer, en réponse à Nicolas, pourquoi la loi Egalim n'a pas fonctionné. La loi Egalim, elle prévoit que quand il y a très vite, il y a des indicateurs qui font augmenter le prix des matières premières. Il était prévu que les industriels qui achetaient aux producteurs, le prix augmentait, sauf que ce n'était pas prévu pour la grande distribution. Donc la grande distribution ne voyait pas ses prix augmenter. Donc c'est les industriels qui sont au milieu qui se voyaient répercuter toute la hausse. Il y a une ordonnance qui a été prise en application de la loi Egalim le 24 avril et qui a complété le dispositif. Donc il faudra peut-être voir si demain ça va marcher, mais normalement ça a été modifié. Madame. Je voulais juste rajouter par rapport à l'agroalimentaire qu'impliquer les utilisateurs finaux, c'est toujours quelque chose de très important. La particularité pour l'industrie pharmaceutique, c'est qu'on ne peut absolument pas communiquer auprès des patients. Donc en fait, notre lien direct pour donner de l'information est nul. C'est pour ça que c'est vraiment important que les pouvoirs publics, eux, s'assurent du fait que les patients sont impliqués dans un certain nombre de développements, de réglementation et de compréhension de l'usage des médicaments. Non. On ne peut pas venir nous poser des questions. Non. Bien fait. Antoine, tu veux rajouter sur les agences? Non. Alors, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Une ou deux, il nous reste 3 minutes. Monsieur, est-ce que quelqu'un peut apporter un micro vers le bas, s'il vous plaît? Mademoiselle, là, monsieur, levez la main, qu'elle vous voit. Merci. C'est une question, hein, c'est une question que vous posez. Oui, une seule question, oui, François Vasse. Je pense qu'il y a une dimension qui n'a pas été abordée dans ce débat. Quand on parle de traçabilité, on parle peut-être un peu de gustatif, de qualité nutritionnelle, de qualité éventuellement sanitaire, bien évidemment. Mais on ne parle absolument pas d'empreinte carbone dans les produits, dans la production des produits. Je prends un petit exemple. Avec Yuka, j'ai scanné cette bouteille d'eau. Et là, j'ai un score 100%. Pas de graisse, pas de rien, pas de sucre, tout est formidable, sauf que le bilan carbone de cette bouteille d'eau, c'est une catastrophe. Entre le pétrole en amont, l'élimination du déchet, et puis l'empreinte carbone du déplacement et du transport. Et je sais que Yuka travaille en ce moment sur l'empreinte carbone des produits. Donc il y a une nouvelle dimension qui va arriver et qui va encore, je dirais, renforcer ou pénaliser la production des produits. Donc il faut assez rapidement intégrer cette dimension d'empreinte carbone dans la production et dans la distribution des produits. L'info, il y a Sébastien qui prépare l'appli, c'est une boîte d'ex. Toutes ces données sur les très vite sont intégrées. C'est-à-dire qu'il y a un partenariat avec Osact. On va se loguer directement sur la comptabilité des entreprises pour savoir derrière le produit ce que fait l'entreprise également au niveau des efforts RSE au global. Donc ces données, ça y est, elles arrivent et ça va être le cas dans cette nouvelle appli des consoles. Une autre question de la salle, s'il y en a? Non? Ah si, madame. Bonjour, merci pour tous ces échanges, ces exemples très nourriciers. Je titillerais, parce que c'était une question fermée qui a été posée pour cette réflexion, quels sont d'autres types d'innovations que l'on peut imaginer pour aller plus vite en termes de traçabilité, parce que vous avez démontré, messieurs, dames, que c'est un véritable enjeu de la société et sociétal pour pouvoir construire des nouveaux modèles économiques. Et je prends ma casquette des entrepreneurs d'avenir pour vous poser cette question. Merci. Alors, il y avait une réponse sur le blockchain, mais qui veut répondre? Est-ce qu'il y a d'autres pistes techniques? Madame? Maître? Non, moi je dirais simplement la question sur le blockchain qui a été abordée, ça mériterait un débat quasiment en soi. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça c'est une voie de développement. Il y a si vous faites une petite recherche, par exemple, juste à titre illustratif, vous faites une recherche sur Internet, vous allez voir un petit peu ce que Carrefour a lancé. Alors en termes marketing, mais je dirais c'est une base de données qui est faite avec tous les opérateurs de la chaîne. On en a parlé, les deux intervenants tout à l'heure en ont parlé, et donc c'est vraiment quelque chose qui peut aller dans la bonne direction, parce que ça c'est de l'autorégulation. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose, et après c'est aux opérateurs de choisir s'ils veulent aller ensemble dans cette direction. Merci Maître, merci Madame, merci Messieurs pour ce débat qui, je crois, a fait un peu le tour de la question. Maintenant, voilà, il faut que